Faut pas croire tout ce qu'on dit. Alors, toute la semaine, on a entendu à Québec, en commission parlementaire, un grand débat sur le discours haineux. Comment est-ce qu'il est possible d'interdire le discours haineux, de le sanctionner et de demander à la Commission des droits de la personne à Québec de superviser tout ça? Alors, ça veut dire des choses assez précises. Ça veut dire le projet de loi donnerait le mandat suivant, prévenir et lutter contre les discours haineux et les discours incitant à la violence. Et là, on parle de discours tenus ou diffusés publiquement qui visent des personnes identifiées dans l'article 10 de la Charte des droits. Alors, on connaît la liste, la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la nationalité, etc. Alors, tous ces sujets-là seraient donc des sujets qui pourraient donner ouverture à un discours haineux, mais il faut définir ce que signifie discours haineux. Et c'est là la difficulté qui a été signalée par tout le monde. Alors, on va... évidemment, c'est pas un débat neuf, hein? C'est un débat que le précédent gouvernement avait tenu par un autre biais, par le biais de la Charte des valeurs. On a vu ce que ça avait donné. Le gouvernement actuel prétend le tenir sur la base de la discrimination. Le premier ministre Couillard avait commencé par parler d'intimidation au début de son mandat. Alors, on va faire le tour de cette question et de l'origine de la préoccupation pour le gouvernement avec la ministre Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice. Madame Vallée, bonjour. Bonjour. Si je comprends bien, Madame Vallée, tout ça remonte à la préoccupation exprimée par le premier ministre Couillard dès la campagne électorale qui aboutit à la grande consultation sur l'intimidation à l'automne dernier. C'est là qu'est l'origine du projet de loi, non? Mais il y a des éléments du projet de loi, oui, qui s'inscrivent dans toute cette question de la lutte à l'intimidation. Oui. J'essaie de trouver la motivation fondamentale. Ben, il y a aussi le projet de loi s'inscrit dans le plan d'action qui a été déposé par mes collègues qui vise à contrer notamment la radicalisation. Alors, il faut agir, il faut prévenir et il faut mieux vivre ensemble. On parle beaucoup de l'aspect de l'encadrement du discours haineux et du discours menant à la violence, mais il y a aussi à l'intérieur de ce projet de loi-là des dispositions qui permettent et qui visent à mieux protéger certaines personnes, notamment les enfants, les femmes et les enfants, face à des comportements, face à des pratiques parfois qui ne sont pas clairement encadrées pour le moment. Mais ça, Mme Vallée, ça fait pas beaucoup de discussions, tout le monde est pas mal d'accord. Tout le monde sait que le problème, c'est le discours haineux. Alors, je vais vous poser la question de la façon suivante. Quand le projet de loi dit le discours incitant à la violence, on comprend. Qu'est-ce que ça ajoute d'ajouter le discours haineux? Le discours haineux, c'est sûr que c'est un concept avec lequel certaines personnes disent, le concept n'est pas clairement défini. C'est un concept qui a été défini par la jurisprudence, par la Cour suprême. Oui. C'est vaste et la Commission des droits en parle depuis 81. Oui, la Commission des droits en parle. C'est un discours qui est tellement virulent, qui vient porter atteinte à la dignité humaine de certaines personnes en raison de leur appartenance à un groupe qui est protégé déjà par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Alors, c'est-à-dire que la Charte québécoise prévoit qu'on ne peut pas faire de la discrimination en raison notamment de l'appartenance à une religion, du fait que quelqu'un soit un homme, une femme. Mais vous voyez, Mme Vallée, que vous parlez de discrimination. Dans les gestes, c'est assez facile à comprendre. Mais dans les paroles, là, il faut protéger la liberté d'expression, la liberté de presse. Il ne s'agit pas d'insultes, même pas. Il ne s'agit pas de blasphème. Il ne s'agit pas
d'écouter certains imams et d'interdire qu'on se moque de la religion. Alors, il s'agit de quoi? Le discours haineux, c'est un discours qui est tellement chargé d'animosité qu'il va porter atteinte aux droits des individus. C'est un discours qui va mener ceux et celles qui l'entendent, qui l'écoutent, à un sentiment de haine qui est profond à l'égard du groupe dont il est question. Oui, mais calculer ça, là, puis exprimer ça en mots dans un texte de loi, c'est ça que vous essayez de faire. Si je comprends bien, vous vous engagez à nous donner cette définition-là, là, ça va être compliqué. Je sais que c'est complexe. Au même titre que lorsqu'il a été question d'introduire de nouveaux concepts dans le droit québécois, c'était complexe. Rappelez-vous les échanges, on n'en parle pas, mais je fais un parallèle un peu avec le travail qui s'est fait il y a 2 ans dans la question des soins de fin de vie. Oui. Qu'est-ce que l'aide médicale à mourir? Comment on définit ça? Oui. Alors, on avait amené le gouvernement à l'époque à définir certains concepts qui étaient introduits par un projet de loi. D'accord. Et c'est un peu la même chose. Et puis, je comprends, moi, j'ai abordé les consultations avec une grande ouverture parce que c'est ça qui est l'essence de la consultation au Parlement, c'est d'écouter les commentaires. Vous dites que c'est pas un projet de loi qui va être adopté à la vapeur en fin de session avec la loi du Baillon, là. C'est pas du tout notre objectif. D'accord. Non, notre objectif, c'est un travail sérieux. Oui. Il n'est pas du tout question de brimer la liberté d'expression des citoyens et des citoyennes du Québec. Ni les députés? Ni les députés. Ni les députés. Au contraire, le député, la députée doit pouvoir s'exprimer au sein de l'Assemblée nationale. Une autre difficulté majeure, Mme Vallée, je m'excuse si je vous presse un peu, mais je vais avoir le temps de faire le tour. Une autre difficulté majeure, vous donnez beaucoup de pouvoir à la Commission des droits, des pouvoirs très réels, là, des pouvoirs d'enquête, avec une exigence d'éducation populaire, etc. Ça me fait penser un peu à l'Office de la langue française. Est-ce que vous allez être obligé de doubler ou de tripler le budget de la Commission des droits? L'objectif est d'accorder des pouvoirs. Je ne crois pas, puis pour le moment, dans ce que nous avons comme information, il n'y aura pas besoin de doubler, de tripler les effectifs. On n'en est pas là. On donne des pouvoirs, certes, d'enquête. La raison pour laquelle on donne ces pouvoirs-là à la Commission des droits, c'est que la Commission des droits a déjà l'expertise, puis est déjà l'organisme qui protège les droits et libertés. Alors, si nous donnons... on a le président de la commission avec nous, il va nous expliquer ça tout à l'heure, oui. C'est ça. La raison pour laquelle on a confié cet encadrement-là à la Commission des droits, c'était justement pour assurer de bien pouvoir conserver cet équilibre des droits, parce que pour nous, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Sans liberté d'expression, on n'a pas de démocratie. Est-ce que j'ai raison de faire une comparaison avec l'Office de la langue française? Ça serait un peu des pouvoirs un peu semblables à ceux de l'Office, y compris les pouvoirs de contrainte? C'est différent en ce sens que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a un pouvoir d'enquête, a le pouvoir de déterminer si la demande est fondée et si elle ne l'est pas, et par la suite réfère le dossier au Tribunal des droits de la personne et de la jeunesse. Alors, c'est un pouvoir que la Commission détient déjà pour notamment les individus. D'accord, il y a le tribunal en plus, c'est ça que vous dites. Et le tribunal est déjà en place, existe depuis 25 ans. D'ailleurs, on célébrera dans quelques semaines les 25 ans du tribunal. Donc, les organismes sont là. On ne fait qu'étendre, et c'est pas immense, c'est qu'actuellement, le pouvoir de la Commission, il est dirigé envers les plaintes individuelles d'un citoyen qui croit que ses droits ont été lésés. Maintenant, on dirige pour permettre une intervention lorsqu'il est question d'un groupe visé, ce qui n'est pas encadré actuellement. D'accord. Je vais vous demander, comment avez-vous été convaincu de cette idée de publier une liste des contrevenants? À l'origine, la liste était pour permettre notamment aux municipalités d'avoir accès à ceux et celles qui auraient tenu ces propos-là, les municipalités et les organismes qui, par exemple, pourraient être sollicités par des conférenciers, par différents groupes pour utiliser leurs locaux. Et la liste permettait rapidement d'avoir accès à ceux et celles qui pouvaient avoir
tenu de tels propos, puis pour permettre de prendre une décision éclairée. Maintenant, on comprend, il y a énormément de réserves. Le maire Coderre, d'ailleurs, nous a dit, écoutez, pour nous, c'est pas utile. J'ai bien entendu, je comprends les enjeux et l'objectif n'était pas non plus de stigmatiser ad vitam aeternam. Les décisions sont déjà publiques, donc... Il n'y aura pas de liste. Écoutez, on déposera les amendements, mais je dois vous avouer que nous évaluons évidemment cet élément-là, oui. Merci beaucoup, Mme Vallée. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir une attention pour ce projet de loi-là. C'est important de pouvoir avoir des échanges, c'est important de pouvoir en parler et aussi démystifier certains concepts. Merci beaucoup, Mme Vallée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Voilà, la ministre de la Justice. Alors, on va passer tout de suite. Je vous présente nos invités d'abord. On l'a annoncé, Jacques Frémont, le président de la Commission des droits. Jacques Frémont, bonjour. Oui, bonjour. Stéphane Berthommet, le spécialiste en affaires policières que vous connaissez, mais qui est auteur d'un livre qui s'appelle « La fabrique du djihad » sur la radicalisation au Canada, et puis qui est à l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Ça, c'est à Montréal, rattaché aux universités? En fait, c'est un organisme totalement indépendant qui est rattaché à plusieurs universités, dont l'université de Sherbrooke, Laval, et à l'ENAP, où on a effectivement la direction sous le couvert d'une organisation qui est le CIRIC, le Centre Université de Sherbrooke et Laval, mais pas Montréal ou UQAM, pour un problème qui se passe à Montréal. Écoutez, la question est pas montréalo-montréalaise, même s'il y a eu un épicentre du phénomène. La question, elle est plutôt québécoise. D'accord. La mine Foura. Pardon. La gorge sensible. La mine Foura du Congrès maghrébin, c'est comme ça qu'on vous présente. Maintenant, la mine Foura qu'on entend depuis longtemps, au nom. Pour la communauté arabo-musulmane à Montréal, on va dire ça comme ça, la mine? Oui, bonjour. Bonjour. Et puis, Jacques Beauchemin, sociologue, Université du Québec à Montréal. Bonjour, Michel. Qu'on entend quelquefois sur nos ondes. Alors, je vais commencer avec M. Frémont, bien sûr. Est-ce que... on a écouté au complet votre participation à la commission parlementaire cette semaine où vous étiez extraordinairement prudent dans vos propos, comme quelqu'un qui s'attend à recevoir un gros mandat. Est-ce que si le mandat ressemble à ce qu'on vient d'expliquer avec la ministre, la commission est capable de le prendre dans son état actuel? Écoutez, ça dépend comment vous définissez dans son état actuel. C'est clair que... Avec les moyens qu'elle a. Avec la question des moyens, je pense, la ministre a été prudente tout à l'heure. Il n'est pas question de doubler ou tripler les budgets. Mais la commission subit des coupes comme tout le monde. Au lieu de 170 employés, je suis rendu à 140. Ça crée des délais déjà dans les mandats qu'on a. Alors, il est clair que dans ces mandats-là, il va falloir qu'il y ait un rajout de certains montants. Vous n'avez pas d'enquêteur, par exemple, actuellement? Non, on n'a pas d'enquêteur par rapport à ce mandat-là, mais on a des enquêteurs par rapport au mandat qu'on a déjà. On a plusieurs dizaines de personnes qui, dans le cas de dossiers de plaintes individuelles, mènent des enquêtes. Qui pourraient prendre charge de ces affaires-là, ces plaintes du public sur les discours haineux? Écoutez, il va falloir avoir plus de monde, tout simplement. Et une des difficultés, c'est qu'on n'a aucune idée du volume. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être submergé ou est-ce qu'on va en avoir 2 ou 3 par jour ou 10 par jour ou 50? Est-ce que ça va venir par vague? On n'a aucune idée. Personne ne le sait. Alors, c'est la difficulté. On a parlé avec la ministre de l'origine de l'idée, puis on a déjà évoqué depuis le début de l'émission que c'est pas une idée neuve. Tous les gouvernements sentent l'urgence de s'y attaquer de ce temps-là. Puis on n'est pas le seul pays au monde en plus, là, c'est un peu partout. Mais vous avez attaché un grelot très particulier au début de l'année, pendant les consultations. C'est vous qui avez parlé, Jacques Frémont, de l'importance de restreindre la liberté d'opinion ou d'expression. C'est une grosse... Non, je pense que ça fait partie d'une citation qui a été reprise ad nauseam, qui a été prise hors contexte. Ce qui est clair, je prends juste ce bout-là de la citation, effectivement. Ce qui est clair, c'est que la commission, effectivement, avait recommandé au mois d'octobre ou novembre, dans le contexte de la lutte contre l'intimidation, qu'une clause soit ajoutée à la Charte québécoise des droits et libertés, donc au sein de la Charte, qu'on ajoute une clause pour que le discours haineux incitant à la discrimination
soit couvert par la Charte au titre, et c'est largement reconnu, non seulement en droit canadien, mais dans la communauté internationale, dans les grandes déclarations, parce que ça constitue de la discrimination. C'est une forme de discrimination. La discrimination est déjà interdite. Le harcèlement est déjà interdit pour des motifs qui sont garantis par la Charte. C'est le complément de ces deux. Alors, dans les cas les plus extrêmes de discours haineux, portant sur une base discriminatoire, ou on a ajouté incitant à la violence ici, il s'agit tout simplement, dans ces cas-là, de protéger les groupes et les membres de ces groupes qui souffrent de ces discours. Et je pense que si vous prenez la peine d'aller lire le mémoire qu'on a soumis à la commission parlementaire, c'est qu'il y a des conséquences au discours haineux. C'est un comportement qui fait que les membres de ces communautés, qui peuvent être LGBT, les femmes, etc., se sentent non seulement dévalorisés, ou les musulmans, ou les juifs à l'époque, parce que la jurisprudence a été montée au Canada autour de la question juive. C'est que les membres de ces communautés sont aliénés, deviennent aliénés. Ce sont souvent des groupes qui sont vulnérables, et ça augmente d'autant leur vulnérabilité. Alors, et d'autre part, le problème que ces gens-là ont de ces groupes, c'est habituellement, de ne pas être capable de répondre aux discours haineux, parce que s'ils répondent aux discours haineux, ça entraîne encore davantage de conséquences. Donc, on augmente la vulnérabilité des gens, et ce qui est clair, et les guides internationaux, les déclarations internationales, la Cour suprême du Canada est très claire, ce ne sont que dans les cas les plus extrêmes de discours. Alors, il s'agit pas du discours et du discours répugnant, la Cour suprême le dit bien, il s'agit pas du discours... Il s'agit pas de faire des mauvaises blagues sur les homosexuels, ou de dire que l'islam, c'est de la... Le discours critique des religions est très clairement protégé. Même le discours critique imbécile. Tous les discours sont protégés. S'il fallait se mettre à juger de l'imbécilité des discours, on n'aurait pas fini. Puis la commission, c'est absolument pas son rôle. Ce qu'on dit, vous auriez trop de travail. Oui. Alors, donc, on parle de quoi? Est-ce que c'est possible d'avoir une idée un peu plus précise? Parce que vous allez être obligés, vous autres, d'avoir une idée précise pour envoyer un enquêteur. Et c'est intéressant parce que vous le savez, les juristes, on n'a pas peur de ce qu'on appelle les notions floues. Non, vous n'avez pas peur de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apprendre à vivre. Puis tiens, je vais vous présenter un peu mieux. Vous êtes non seulement juriste, mais vous avez été consultant international un peu partout pour la formation d'écoles de droit en Chine, etc. Vous avez fait partie d'une maison de consultation à New York pour des affaires internationales. En fait, vous avez une longue carrière dans le droit ici et à l'international. Mais peu importe la carrière, j'aime bien que les gens sachent qui parlent. Ce que je pense qui est important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a jamais une loi qui va être assez précise pour donner une définition où là, c'est absolument clair, surtout pas dans ce domaine-là. Ouais. Le défi, si la loi passe pour la Commission, ça va être d'en donner une interprétation. Et la Cour suprême, dans l'affaire Watcott, dit « Les commissions des droits provinciales sont le meilleur endroit où arbitrer. C'est pas pour arbitrer le discours haineux. On est mieux avec une commission des droits puis un tribunal des droits qu'avec des pouvoirs de police et avec le code criminel avec un emprisonnement au bout. » D'accord. Alors, on y revient. On va tout ça va tourner en table ronde tout à l'heure. Je vais quand même séparer un peu l'examen de l'affaire parce que c'est complexe. Il faut y aller morceau par morceau. Stéphane Berthomé, le discours haineux, là où il se retrouve le plus, c'est sur Internet. C'est dans ce qu'on appelle les médias sociaux. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il faudrait un jour se poser la question pourquoi on appelle ça comme ça. Ouais, ils deviennent de moins en moins sociaux. Oui, les médias asociaux parfois, oui. Ouais. On est à peu près impuissant vis-à-vis de ça, non? Ben techniquement. Alors, il y a deux problématiques. Il y a effectivement l'expression des discours haineux, des discours radicaux sur les médias sociaux, et puis il y a le volet sur lequel moi je travaille plus précisément, qui est celui de la radicalisation du discours destiné à radicaliser ou qui représente une vision radicale ou extrémiste. C'est vrai que les réseaux sociaux, notamment Twitter en particulier, sur lequel l'anonymat est quasi total, sont vraiment des vecteurs
très importante de diffusion de ce type de message. Vous faites référence à ça, effectivement, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet pour mon ouvrage. Et c'est vrai que j'étais frappé par à la fois le flot d'images haineuses, d'images violentes, d'images de haine, d'appels à la violence, d'appels à la haine. C'est le principal vecteur actuellement de ce genre de discours, c'est difficilement quantifiable. C'est difficilement quantifiable, mais en tout cas, c'est l'endroit où il semble s'exprimer le plus longtemps, le plus facilement, de manière la plus libre possible, et où il est pratiquement le moins limité. Parce que les réseaux sociaux, les compagnies comme Twitter, vous disent, nous, on peut pas réguler nous-mêmes notre propre réseau. C'est aux gens de faire appel à nous pour le réguler. Et les mécanismes sont absolument pas à la hauteur et à la mesure du système qui est mis en place. Il faut quand même préciser une chose. Les réseaux sociaux n'échappent pas à la règle générale qui est celle de dire que un discours qui peut être haineux n'est pas forcément un discours qui tombe sous le coup de la loi. Et là, c'est toute la difficulté après de juger ce qui doit entrer ou pas dans le cours de la loi. Mais vous prenez, Jacques Frémont démissionne parce que, je sais pas, mais il est nommé à des fonctions supérieures et vous prenez sa place. Vous devenez président de la Commission des droits. Vous me faites pas un cadeau, vous recevez une plainte de quelqu'un qui vous dit, ces deux sites, là, je reçois des tweets là-dessus, là, et puis ça, là, c'est épouvantable. Ils encouragent les gens au meurtre, etc. Vous faites quoi? Mais l'incitation à la violence est déjà couverte par le code criminel. D'accord, mais l'arrêt Watcott, non, mais Monsieur Frémont citait l'arrêt Watcott. Oui. L'arrêt Watcott, il dit, c'est très simple. Il dit, ce qu'il faut déterminer, ce sont les effets qu'auront probablement les propos sur l'audience, compte tenu des objectifs législatifs visant à réduire ou éliminer la discrimination. Donc on dit, ce qui compte, c'est pas le propos en lui-même, c'est même pas l'intention du propos, c'est le résultat ou la conséquence du propos. Oui. Ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous faites pour donner suite à cette plainte-là, si ça émane d'un site Twitter ou... il y a la loi pour ça, il y a le code criminel pour ça. Ouais, mais on les trouve pas, les gens de ces sites-là. Les responsables de ces sites-là, on les trouve pas. Moi, je suis pas un juriste. Je suis pas un spécialiste de la loi. Je n'irai pas certainement à la place de Monsieur Frémont pour de nombreuses raisons, mais je salue son courage et le travail qu'il mène à cette institution-là. Il n'en reste pas moins que je pense, et je vais vous dire ce que j'ai dit à la commission, c'est que je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut pas mélanger, le discours qu'on peut réprimer. On peut quand même combattre le discours haineux, mais par le débat social, par la prévention, par des solutions qui sont pas des solutions répressives d'une part. Et ensuite, on peut, quand on entre dans le champ d'un discours qui incite à la violence, le réprimer avec les outils qu'on a déjà. Moi, il me semble qu'on a un code criminel qui fonctionne assez bien. Le code criminel, ce qu'il offre, malgré les difficultés qui peuvent être celles de le mettre en application, ce sont des droits pour les individus de se défendre. Là, vous êtes en train d'entamer le débat avec Jacques Frémont qui lui pense qu'il faut un instrument supplémentaire. Mais peut-être. On va y revenir tout à l'heure. Quand le maire Coderre nous dit on vient de créer une nouvelle unité policière pour la prévention des discours et des incidents haineux à Montréal, à la Ville de Montréal. Vous faites partie de l'Observatoire sur la radicalisation en Ville de Montréal. De quoi on parle? Quel instrument on se donne? Quelle efficacité on vise? Ce dont M. Coderre parle, c'est du Centre de prévention et de lutte à la radicalisation, qui est un centre qui a été créé il y a quelques mois et qui travaille sur le sujet et qui a l'intention de mener à la fois un travail de documentation, un travail de prévention en assistant les familles qui font face à des cas de radicalisation et en même temps, éventuellement, peut-être d'avoir une réponse qui peut être menée à ces problématiques-là, puisque vous savez que le service de police de la Ville de Montréal est investi aussi dans ce projet-là. Moi, je ne fais pas partie d'aucune façon de ce projet-là. Je suis à l'observatoire, co-directeur d'un observatoire qui est totalement indépendant, qui est universitaire, qui mène des recherches. Nous menons des fois des actions de prévention par exemple des conférences ou des rencontres avec des gens qui ont besoin de nos connaissances, mais nous sommes deux univers différents. Ce que M. Coderre pointe du doigt et ce que je crois qui est très important en effet, c'est qu'il rappelle à la commission dans cette intervention l'intérêt de la prévention. Il dit quel est finalement le point de prévention que vous avancez dans le projet de loi? L'unité policière va faire de la prévention. Pas la police en tant que telle. Elle en fait, mais le centre de prévention, il faut pas mélanger. C'est vrai que ça peut prêter à la confusion. Le centre de prévention est un centre qui est dirigé par un civil, qui va recruter du personnel civil, qui vont mener des recherches, qui vont mener des actions. Ce qui dit, et je veux pas me faire le porte-parole de M. Coderre, il est assez grand pour parler de lui-même, mais ce qu'il dit, c'est attention, dans le texte de loi, et là je le rejoins, il n'y a pas cet aspect prévention, il n'y a pas cet aspect travail avec des organisations et des organismes. Ce qu'on dit dans la loi, c'est la commission va s'en charger. Ce qu'on dit dans la loi,
c'est on va tout donner à la commission. Voilà. Effectivement, c'est pour ça que j'aimerais pas être à la place de M. Frémont. Oui, je vous comprends. 2 secondes et on passe à Lamine Foura. Oui, alors, on poursuit. Voilà. Alors, Lamine Foura, vous n'êtes pas allé à la commission parlementaire. Oui, ça a été une décision au sein du Congrès maghrébin. On a considéré que on est un petit peu fatigué de ces débats houleux qui ne font que bipolariser la société. C'est-à-dire qu'on sortait déjà d'un débat qui a coûté très cher en termes de cohésion sociale, le projet de la charte des valeurs, qui a créé une bipolarisation de la société. Les gens se définissaient dans la société comme étant des anti ou des pro-charte. Aujourd'hui, on se retrouve aussi dans un projet de loi, au-delà de sa pertinence, au-delà de son contenu que je pourrais aussi commenter. Si on aurait participé, je respecte tous ceux qui ont participé, mais on aurait senti qu'on est utilisé aussi par une classe politique qui utilise ces genres de débats depuis 2007 essentiellement, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau fédéral aujourd'hui avec le NICAP, que ce soit au niveau provincial sur la question, pour gagner des voix, pour jouer un jeu politique dépendamment des enjeux, pour aller chercher des comtés. Et je pense qu'il y a même des cabinets noirs qui travaillent à identifier quel genre de projet qui va nous ramener quel comté. Et je pense que la société aujourd'hui doit dire stop à cette classe politique. Ah bon? Oui, parce que vous leur retournez la balle joliment. Mais n'y allant pas, il y en a d'autres qui sont allés. Charkaoui, l'autre imam qui veut que les blagues contre l'islam soient punies sévèrement par la loi. Je veux dire, finalement, quand les modérés n'y vont pas, les radicaux prennent toute la place, non? Au-delà de la classification entre modérés et radicaux, moi je dirais que c'est la démocratie, tout le monde peut prendre la parole, mais la communauté musulmane se sent dans l'embarras tout le temps, sans le vouloir. Le fait qu'il y a de l'islamophobie, qu'il y a de la discrimination envers cette communauté sur des faits concrets au niveau de l'emploi, au niveau de plusieurs endroits. Si on voit juste les commentaires sur des grands journaux à Montréal, sur leur site, de grands journaux qui autorisent ce genre de commentaires après la crise des réfugiés syriens. Si on voit les commentaires après ce qui s'est passé à une femme d'origine marocaine qui est décédée, donc qui portait le voile dans un métro. Donc le problème est là. Est-ce que le problème c'est une question de législation? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le problème est dans le discours haineux et dans la haine de la société. Il y a de plus en plus d'incompréhension, il y a de plus en plus de stéréotypes qui sont propagés, qui sont établis. Et ce que le gouvernement doit faire, à mon avis, c'est pas très bénéfique d'un point de vue peut-être politique, c'est de l'éducation. Je veux même pas rentrer dans le débat de ce que la loi pourra faire ou ne pas faire, parce que je vois aussi un risque sur la liberté d'expression, vu l'ambiguïté de la définition de la haine. Et aussi, la communauté musulmane va être considérée de cette source de limitation de liberté d'expression dont elle ne demande pas. Elle demande qu'elle soit tout simplement respectée, qu'elle fait partie d'une façon transparente de la société québécoise. J'ai envie de vous soumettre 30 secondes de ce que Mme Fatima Oudeh-Pépin disait à la commission. La véritable préoccupation de la population, la menace que représente chez nous l'extrémisme et tous les intégrismes religieux. À ceux qui viennent chez nous pour profiter de nos libertés et de notre démocratie, pour ensuite s'attaquer et ultimement les détruire, nous disons haut et fort, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous, nous vous combattrons, nous vous poursuivrons sans relâche. Alors, ce côté-là des choses, il existe, non? Oui, c'est une réalité que au sein de la communauté musulmane, donc des Québécois de confession musulmane, il y a la présence d'un discours extrémiste, fondamentaliste. On peut lui donner plusieurs qualificatifs. À mon avis, ce que je vois sur le terrain, et ça fait 15 ans que je suis sur le terrain, j'anime des émissions hebdomadaires ou tribunes ouvertes. J'ai même animé une émission dans laquelle j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des intégristes qui viennent chez vous obliger à avoir un certain comportement? Ma réponse du terrain dit oui, il y a un discours, il n'a pas un impact encore très important. Je dis pas que dans 5 ans, si on le laisse faire, je dis pas que dans 10 ans, ce discours intégriste ne va pas avoir un impact sur la majorité de la communauté. Aujourd'hui, ce discours se limite à quelques noyaux. Il peut avoir un problème à long terme. C'est très important. Il n'y a pas une mosquée à Montréal qui est pointée par la CIA américaine, entre autres, en disant que c'est un foyer
Je pense que Stéphane Berthomé est au courant. On va en parler plus, mais moi je parle du discours haineux. Au-delà du discours qui amène à la violence, je parle d'un discours qui va développer des attitudes contre les valeurs de la société. Ce discours, il existe dans la communauté, il est minoritaire, il n'a pas encore d'influence. Ce genre de débat, le débat de 2007 sur l'accommodement raisonnable, le débat sur la charte des valeurs, même ce débat sur ce projet de loi va renforcer le gap entre une partie de la communauté musulmane québécoise et la société québécoise, et ça va renforcer le discours des extrémistes à l'isoler. C'est ça le vrai problème. La transition est toute naturelle vers Jacques Beauchemin. Est-ce que le fait de tenir le débat encourage la division et la confusion? Non, ce débat-là, nous devons le tenir absolument, même si, par moments, il nous rend inconfortables, même si émergent des valeurs, des catégories qu'on ne souhaiterait pas nécessairement manipuler. Il faut le faire, comme dans toutes les sociétés modernes, multiculturelles, ici comme en Europe, comme aux États-Unis. Alors, le débat, il faut absolument le faire, courageusement et avec le maximum de lucidité. Mais ce que nous dit Lamine Fourage, je ne veux pas dénaturer vos propos, de toute façon, vous êtes là pour vous défendre, c'est que la façon dont on le tient, on encourage la division. Oui, mais fatalement, la division, elle est, je dirais, déjà là. Je pense que la pire erreur qu'on pourrait commettre, ce serait de se fermer les yeux sur le fait qu'en toute société, la nôtre, au Québec par exemple, se trouve une majorité formée dans l'histoire et qui a vu se joindre à elle un ensemble de minorités, ce qui est le cas de toutes les sociétés modernes. Et cette situation-là, par définition, soulève des enjeux d'intégration, de vivre ensemble, qu'il faut aborder franchement. Est-ce qu'on est en train de dire que l'immigration va trop vite? C'est-à-dire que chaque société doit être capable de mesurer sa capacité d'intégration. Et j'estime qu'en général, cette mesure-là n'est pas toujours bien faite. J'ai l'impression, par exemple, qu'au Québec, on n'a pas la capacité d'intégration nécessaire pour accueillir, 55 000 immigrants par année. Et ça n'a rien à voir avec les immigrants en question. Le fait est que la société peut pas intégrer autant de personnes aussi facilement et aussi vite. On le voit en Europe. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans les Pays-Bas. C'est très, très intéressant, hein? Aux Pays-Bas, les grandes villes, Rotterdam par exemple, sont des villes qui seront à majorité musulmane très bientôt. Alors, il y a quelque chose là-dedans sur le plan de la civilisation occidentale qui est extraordinaire, qui est inédit. C'est très intéressant ce qui se passe là. Et on peut pas dire que ça ne va pas sans problème. Le ressac d'extrême droite aux Pays-Bas, c'est pas quelque chose que je voudrais voir se déployer au Québec, moi. Mais il est justement consécutif au fait que longtemps, là-bas, on a refusé de discuter de ces questions-là pour pas créer de division, parce qu'on était ouvert au multiculturalisme, c'était bien d'accueillir les autres et tout le monde. Sauf que, évidemment, quand on se réveille un jour et qu'on s'aperçoit que nombre de nos concitoyens ne parlent pas la langue nationale, se sont constitués en ghetto, eh bien, évidemment, il y a un ressac qui peut être très dangereux. Et les sociétés ont intérêt à s'ouvrir les yeux sur ces rapports qui sont forcément difficiles. Alors, même si le débat est difficile, douloureux et qui a parfois l'air fou, il faut le tenir. Il faut absolument le tenir. Oui. Oui. Vous voyez, Jacques Frémont, j'ai envie de revenir à vous tout de suite parce que je sens, il me semble que si j'étais à votre place, j'aurais envie de dire, attendez un peu, là. Il n'y a pas juste la question religieuse ou musulmane. La loi couvre tout, les femmes, les enfants battus, est-ce qu'on n'a pas trop large, là, est-ce que c'est pas ça la difficulté? On essaie d'embrasser trop large pour avoir une efficacité, là. Écoutez, je crois pas que ça soit trop large. Je pense que les gens qui reçoivent tout type de discours haineux, c'est fondé sur leurs caractéristiques personnelles. Si vous êtes de race noire, si vous êtes une femme, vous subissez des assauts tout simplement parce que vous êtes à cause de votre identité la plus profonde. Alors, et ce sont des choix qu'on a fait, des choix de société qu'on a fait il y a 40 ans. La charte a été adoptée il y a 40 ans cette année. À l'époque, c'était bien avant la charte canadienne, c'était bien avant la mode des chartes au sein du Canada. Et le Québec a fait ce choix. Et la charte était véritablement un précurseur à l'époque. Je pense que ces choix-là, et on va rendre public les résultats d'un sondage le mois prochain,
sur l'attitude des Québécois à l'égard des droits et libertés, de la discrimination et des accommodements, et vous allez voir que la vaste majorité des Québécois sont tout à fait en accord avec les valeurs qui sont véhiculées par les chartes. Alors, il n'est pas là le problème, mais on voit qu'il y a un nœud, il y a une résistance dans certaines catégories de la population, et les résultats du sondage, vous allez voir, sont assez intéressants pour nous permettre de travailler au niveau de l'éducation qui est si important. Et pour voir quelles doivent être les cibles précisément de l'éducation, de la conscientisation au droit. Vous allez voir que les jeunes, les moins de 25 ans, par exemple, dans ce sondage-là, très clairement, ils sont complètement imperméables et certains sont indifférents à ça. Alors, les valeurs sont différentes selon les générations, selon où les gens sont nés, etc. Et je pense que ça va contribuer à cette conversation qu'on doit avoir. Et cette conversation autour de l'immigration est d'autant plus importante qu'il y a un projet de loi qui est annoncé. Il y a la version finale d'une politique qui va être déposée par Mme Veil. Sur l'immigration comme telle. Sur l'immigration Et là, ça va être le temps, justement, de parler de l'éducation au droit, de l'intégration. Et moi, nous, au quotidien, on voit toute la difficulté d'intégrer les nouveaux arrivants. Cette difficulté, la dignité des gens commence par avoir un emploi. Quand on fait l'objet de discrimination à peu près systématique au niveau de l'accès au marché du travail, ça devient extrêmement difficile d'intégrer une bonne partie des nouveaux arrivants. Et c'est un véritable problème. Oui, Stéphane Berthollet. Oui, finalement, on est parti de la question de la lutte contre les propos haineux pour aller à la radicalisation, pour finir à l'immigration. Oui. On a été très large. Il y a tout ça en même temps. Revenons sur la question de la radicalisation. En quoi ce projet de loi va aider à lutter contre la radicalisation qui fonctionne, par exemple, des conseils d'administration qui s'installent au sein des mosquées avec des moyens financiers qui viennent de l'étranger et qui donc phagocytent les mosquées et obligent certains imams modérés soit à les quitter, soit à devenir un peu plus radicaux. En quoi les flux financiers qui soutiennent les réseaux radicaux vont être affectés par cette loi. En quoi les imams radicaux eux-mêmes vont, s'ils sont obligés de taire leur discours dans l'espace public, vont arrêter de le maintenir dans l'espace souterrain, vont arrêter de radicaliser. En quoi on aurait pu empêcher les jeunes qui sont partis en janvier et ceux qui sont partis en mai de le faire, de se radicaliser, d'être manipulés avec cette loi. Honnêtement, moi je m'en tiens à ça, c'est mon champ d'expertise, d'analyse. Je pense que cette loi ne permettra pas de lutter contre ces phénomènes-là en tant que tels. Lamine Foura. Bon, c'est un peu large par rapport à ce qui a été cité, mais je suis d'accord, ça ressemble beaucoup à la loi de la charte. C'est pas la charte qui a les problèmes de la laïcité au Québec, c'est exactement la même chose. Parce que c'est des objectifs purement populistes et politiques. Mais je veux réagir par rapport à ce qui a été dit au niveau... Je pense qu'au Québec, on a un problème. Il faut qu'on arrête à se comparer avec l'Europe. L'Europe a un système d'immigration anarchique. On ne peut pas, on a un des meilleurs systèmes de sélection dans le monde au Québec. Je pense qu'il faut qu'on commence à comprendre la différence essentielle entre les modes d'immigration. Quand on parle d'Amsterdam ou de Rotterdam ou d'autres villes, les gens s'est installés pour avoir ces papiers en France, en Europe. Il faut passer par une période de clandestinité. Donc c'est une période noire dans laquelle l'immigrant lui-même est obligé d'être à l'extérieur de la société. Et une fois qu'il aura ses papiers, il a établi des façons de faire qui sont contre l'intégration. Au Québec, on accepte que les immigrants, qui sont même les réfugiés, doivent, si leur dossier est refusé, ils peuvent pas obtenir leur papier. Donc, je pense qu'on a deux modèles d'intégration tout à fait différents et ça fait une grande différence. Un autre point. Ça interdit les comparaisons avec l'Europe. Exactement. Pour moi, la comparaison avec l'Europe, elle est incomparable parce que c'est un système d'immigration. Il n'y a pas d'immigration officielle, formelle. Si je veux immigrer en France aujourd'hui, le seul moyen, je m'installe sans papier et j'essaye un peu de faire des manifestations pour avoir mes papiers. Ils vont me donner mes papiers. Durant cette période-là, je travaille dans le noir, je suis hors la loi. Donc, quand j'aurai mes papiers, je vais continuer à faire comme je l'ai fait avant. Au Québec, c'est pas la même chose. On sélectionne des gens avec des critères. Donc, oui, peut-être le volume est problématique, mais c'est incomparable. Je vais revenir à la question du projet de loi et du débat. Le débat est important. Mais quand on a fait la charte en 75, il n'y avait pas un débat qui visait un groupe. Les gens étaient prédisposés à recevoir d'une façon théorique un concept très intéressant, innovateur dans le monde et au Canada, puisqu'il était avant la charte canadienne. Mais ramener des textes de loi, ramener des changements aussi importants au moment où il y a un malaise, ou au moment où il y a une bipolarisation de la société. On ne fait que renforcer dans l'obscur, dans la chambre de chaque personne, la haine envers l'autre. Et c'est ça qui me pose comme problème. Il faut pas toucher à la Charte des droits en période de crise comme celle-ci, c'est ce que vous dites. Parce que les gens vont l'interpréter comme une position par rapport aux deux pôles
au pôle d'une laïcité ou inclusive versus une laïcité exclusive, ou ce qu'on peut le taxer comme on veut. Oui. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. On l'a vu dans les interventions. Oui. C'est très clair dans les interventions au niveau de la commission parlementaire. Jacques Beauchemin. Mais quel intérêt avons-nous collectivement à jouer, à faire l'autruche, à ne pas aborder des problèmes ou des enjeux, on va le dire comme ça, qui sont de vrais enjeux. On peut toujours dire au Québec, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de problème, on vit ensemble dans la paix et la sérénité, mais c'est pas tout à fait le cas. Mais on peut les aborder autrement que par la loi. On a vivre ensemble. Le Mercodère, par exemple, parle du vivre ensemble. C'est une autre façon d'approcher ces questions-là que de le faire dans une commission où on parle d'un projet de loi. On a dépensé au Québec 5 millions de dollars. Bon, j'avance aussi, peut-être il est faux, dans la commission Bouchard-Taylor. Est-ce qu'on a trouvé des problèmes? Tout le monde disait qu'il y avait un problème en 2007. La commission a dépensé de l'argent du contribuable et elle arrive à la conclusion qu'il n'y avait pas de problème. C'est une question de perception. Mais c'était une étrange conclusion aussi parce que en réalité, il y a un problème. La preuve, c'est qu'on est ici en train d'en discuter. Voilà. Le Québec en entier est en train d'en discuter. Et on le maintient médiatiquement et politiquement. Les gens le vivent pas. Mais revenons sur la question de l'éducation, justement. Moi, je suis certain qu'on a du chemin à faire puis que les choses pourraient aller mieux, pourraient être améliorées. Mais la vérité, c'est que les jeunes sont éduqués très largement, et heureusement que c'est comme ça, dans la tolérance, dans l'ouverture à l'autre et à la diversité et ses mérites, là. Hein? La preuve, Alors, le problème va disparaître de lui-même? Non, je pense pas, mais le sondage que M. Frémont évoque est très intéressant. Les moins de 25 ans sont relativement indifférents à toutes ces questions-là, parce que pour eux, c'est un peu l'ordinaire des choses. C'est de l'acquis. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'éducation, ça fonctionne. Mais on ne peut pas se limiter à cela. Je pense qu'une société, ça doit se donner des structures et des normes pour pouvoir encadrer ce genre d'enjeux, justement. Jacques Frémont, c'est peut-être un peu technique, mais vous aviez vous-même appelé à une modification de la Charte des droits. Vous n'aviez pas demandé une loi spéciale comme la loi 59, mais une modification, une augmentation des pouvoirs. Est-ce que vous êtes prêt à reculer et à dire c'est peut-être mieux de procéder autrement que par la loi, pour justement des motifs qu'invoque Lamine Foran? Écoutez, ce qui est clair, c'est que la modification telle qu'on l'avait proposée, donc de modification à la charte, il y a 4 ou 5 provinces canadiennes qui ont la même chose. Il y a plusieurs, à travers le monde, il y a des dizaines et des dizaines de pays qui ont la même chose, et c'est beaucoup plus doux que ce qu'il y a dans bien des pays. Il y aurait eu sans doute moins de problèmes à prendre une approche de modification de la charte. Maintenant, ce que nous avons dit en commission parlementaire, ce qui est important, parce que nous, à la commission, on n'est pas là pour brader la liberté d'expression, on est là pour équilibrer les droits. Et ce qu'on a dit, c'est que si on veut équilibrer les droits dans le cadre du projet de loi, il faudrait rappeler, dans le cadre du projet de loi, que c'est un rappel symbolique important, que la liberté d'expression doit avoir toute sa place dans cet équilibrage. Et l'équilibrage, il va être fait, si la loi passe, dans un premier temps, au niveau de la décision de la commission d'aller ou non, de soumettre ou non un dossier au tribunal. Et dans un deuxième temps, il va y avoir un juge, 2 assesseurs, qui, en fonction de paradigmes de droits et libertés, non pas en fonction de paradigmes répressifs, vont avoir à trancher la question, à savoir si c'était un discours haineux qui tombait sous le coup de la loi. Alors, c'est certainement un pas dans la bonne direction. On l'aurait peut-être pas fait comme ça, conçu comme ça. C'est pas exactement ce qu'on avait proposé, mais c'est certainement pas dans la bonne direction. Mais on se prononce pas, nous, sur l'efficacité de cette loi pour protéger pour se protéger contre le radicalisme ou les intégrismes. On n'en a aucune idée si ça va fonctionner ou non. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le discours. C'est empêcher la discrimination. Ce qui est admissible comme discours public et qui ne tombe pas dans la discrimination. Voilà. Oui. C'est très spécifique. Le problème est beaucoup plus large que ça. On le sait. Ouais. C'est ça. C'est difficile de tenir un débat public sur une partie d'un vaste problème, non? C'est un choix symbolique qui est fait parce que lorsque l'Assemblée nationale, un gouvernement soumet un projet de loi à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale décide de légiférer, dans bien des cas, c'est uniquement symbolique. Et on parle à la perception des gens. Et le problème actuellement qu'on voit et qu'on entend, c'est pas si on a un problème au Québec. Je pense qu'on intègre relativement bien nos immigrants, effectivement, mais c'est la perception que certains ont qu'il y a un problème. Et Bouchard-Taylor l'a bien démontré, et vous allez voir que le sondage qu'on va sortir va démontrer qu'il y a un malaise palpable
dans certaines catégories de la population par rapport à ce problème-là. Si on prend le Lamine Foura, vous avez un malaise vis-à-vis de la façon dont on en parle. Exactement, non, mais aussi comment ça a été présenté. À titre d'exemple, on parle de la communauté musulmane qui subit une discrimination. Il y a le discours haineux qui peut être considéré par la loi comme étant donc une infraction à la loi. Mais il y a un autre discours qui n'est pas haineux. Mais quand des médias martèlent toute la journée le même discours et qu'il n'y ait pas un équilibre entre par exemple. Non, les 90.5 des médias qui sont spécialisés un petit peu dans l'islam. Hein. Je pense que s'il y a plus de musulmans, ils seront en chômage. Non, mais qu'il n'y a pas d'équilibre de point de vue. Qu'il n'y a pas d'équilibre de point de vue. Ça dépend des époques. Il y a eu les Juifs, il y a eu les témoins de Jéhovah, il y a eu... Mais arrêtez là, c'est que ce discours, on va pas tomber dans la loi, mais par contre, et je dis pas qu'il faut l'interdire, hein, mais par contre, s'il n'y a pas d'équilibre dans les chroniqueurs, dans les points de vue des chroniqueurs, si on prend un journal où on voit la tendance... Mais dans les grands médias, exactement. Honnêtement, dans les grands médias, il y a quand même un certain équilibre, non? Sincèrement, et je le dis pas parce que je suis sur les ondes de Radio-Canada, par Radio-Canada, l'équilibre n'est pas vraiment très présent ailleurs. La presse, le Devoir, plus ou moins dépendamment, c'est pas tout le monde qui a accès. C'est pas tout le monde qui a accès. C'est pas tout le monde qui a accès en termes, et je parle pas d'être invité, je parle des chroniqueurs qui sont intégrés, qui ont des points de vue différents, équilibrés. Parce que moi personnellement, moi j'ai peur que la loi m'interdit d'avoir un discours très réformiste de l'islam, de critiquer des groupes musulmans qui seront très littéralistes, parce que si je parle tout le temps, je vais créer une certaine, je peux être considéré aussi problématique au niveau de la loi. C'est pas ça le problème. Moi je suis pour que les gens, l'islam doit être critiqué comme toutes les idées, comme toutes les religions, parce que pour l'autre, c'est pas, il peut même non pas étant une religion, c'est une idée. Donc c'est pas ça le problème. Je pense que même ça renforce ma foi que ma religion soit critiquée, ça me pousse à être sûr si réellement j'ai fait le bon choix. C'est pas ça le problème. C'est l'équilibre de la présence dans une chaîne médiatique. Et on sait très bien qu'au niveau des fusions aujourd'hui, les médias, il y a quand même une tendance. Il y a des tendances beaucoup plus lourdes que d'autres. Et c'est aussi une question de perception. C'est des communautés musulmanes. On a cette perception. Ça fait mon enfer à titre d'exemple. Moi, en tant que média communautaire, il y a beaucoup de replis vers mes médias. C'est quoi d'ailleurs votre média? Donc c'est Média Maghreb. On a sur Radio Moyen-Orient 1450 sur AM. AM pendant j'ai 6 heures par semaine. Et c'est intéressant parce que de plus en plus les gens nous écoutent parce qu'ils se retrouvent plus dans les grands médias parce qu'ils veulent plus être insultés de temps à autre. Même d'une façon indirecte, même pas d'une façon haineuse. Mais quand on fait un focus particulier sur une communauté, et des fois, c'est là où on crée un problème qui n'existe pas. C'est que c'est donner de l'ampleur à un événement insignifiant qui peut arriver tout le temps pour toute personne, même s'il n'appartenait pas spécifiquement à la communauté musulmane, lui donner une ampleur nationale, ça pose un grand problème. Ça pose un grand problème. C'est pas le débat lui-même, c'est faire un zoom particulier tout le temps sur le même problème. Jacques Beauchemin, Lamine Foura est très sévère sur la société québécoise et les responsables politiques et les médias. Les responsables politiques et les médias, bon d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un peu raison? Est-ce qu'on n'a pas tendance à se donner des images et courir après? Bon, alors, reconnaissons au départ deux choses. Premièrement, il y a effectivement, il faut pas se le cacher, là, il y a des phénomènes de discrimination qui sont clairs vis-à-vis, par exemple, la collectivité maghrébine à Montréal, au Québec. Ça, c'est clair. En emploi, c'est tout à fait manifeste. Il faut reconnaître ces choses-là. Il y a un problème, il faut s'y attaquer. Est-ce que dans les médias, il n'y a pas une espèce de réitération à peu près permanente des enjeux dont on parle aujourd'hui? C'est vrai, on retrouve ça partout. Est-ce que c'est excessif? Peut-être. Je persiste à penser que ces enjeux-là doivent faire l'objet d'un débat collectif important. Maintenant, en ce qui concerne cette espèce de bipolarité qui serait, un peu déséquilibrée, rappelez-vous qu'après les attentats de 2001 aux États-Unis, à New York, même le président Bush, qui était quand même pas un homme de gauche et très particulièrement progressiste, son premier discours au lendemain de l'attentat, c'était « Ne faites pas d'amalgame. Ne faites pas d'amalgame. » C'est l'œuvre. Après en avoir fait de toute sa carrière. Oui. Ce sont des terroristes, c'est pas des musulmans. Et, rappelez-vous, ce discours, là, les vrais musulmans se reconnaissent pas là-dedans. Et c'est pas vrai qu'ils sont passés par le Canada. On en arrive aujourd'hui à arrêter des gamins de 15 ans parce qu'ils ont une horloge un peu bizarre dans une école aux États-Unis. Ça a pas arrêté tous les problèmes. Ne pas faire d'amalgame. Les bonnes déclarations, ça se met en application. 5 secondes. Faut les appliquer. N'empêche que ce discours-là, on le tient malgré tout et que la bipolarisation, elle existe, mais en même temps, elle est compensée par ce discours-là qui... Jacques Beauchemin, Lamine Foura, Stéphane Berthommet, Jacques Frémont, merci à Sylvain Labrec, Sylvie Meloche, Marie-Josée Gendron et Jacqueline Castonguay, notre réalisateur. À samedi prochain.